Faut que vous sachiez qu'il y a une effroyable chose qui relie ces deux hommes que vous voyez actuellement à l'écran. Ces deux hommes sont John Jones et Neil Moss. Et cette effroyable chose qu'ont en commun ces deux personnes, eh bien, c'est comment ils ont terminé leur vie. Notamment coincés à plusieurs mètres, voire plusieurs centaines de mètres sous terre. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui mettraient pas un pied sous terre, par claustrophobie ou autre, et je peux le comprendre. Non, parce que se rendre à des centaines de mètres sous terre, dans des boyaux aussi étroits que vos épaules, eh bien ça peut rebuter. Et dans cette vidéo, on va justement faire un plongeon virtuel dans ces histoires de personnes qui sont restées bloquées là-dessous. Et je dois vous avouer que, en découvrant ces histoires absolument effroyables, j'avais le visage très crispé. Malgré ma petite expérience en spéléologie, c'est effroyable. On est en 1960. Dahlgren et ses amis vont découvrir une grotte qui est dans l'Utah, à Elberta. C'est tout près de Salt Lake City. Après avoir parcouru certains de ces tunnels étroits, ils vont décider de la baptiser Silly Putty, qu'on peut traduire par pâte à modeler. Mais alors pourquoi on appelle une grotte, une caverne, un souterrain pâte à modeler? En fait, c'est à cause de l'argile qui est étrangement visqueuse et qui suinte de ses parois. Et en fait, cette argile, initialement solide, eh bien, elle devient élastique lorsqu'elle est pressée. Et dans cette grotte, particulièrement, c'est une argile qu'on appelle active, qui bouge lorsqu'on crie dessus. Autant vous dire que c'est pas très rassurant, quand vous parlez près d'un mur et qui bouge, ça annonce rien de bon. Qui plus est, quand t'es à des centaines de mètres sous terre, ça peut mal terminer. Finalement, ils vont décider par la suite que Nutty Putty serait un meilleur nom, ce qui veut dire pâte de noix. À l'époque d'Dahlgren, il a pas la moindre idée que cette grotte deviendra tristement célèbre suite au décès abominable d'un jeune explorateur. J'insiste bien sur le mot abominable parce que vous allez voir ce qui s'est passé, ça relève de vivre l'enfer. Il faut savoir que les grottes se forment dans le calcaire qui au fil du temps est lentement rongé par les eaux souterraines qui sont légèrement acides. Un peu comme si vous mettiez une craie dans du vinaigre, elle va se faire bouffer. La grotte en question dont on parle, donc Nutty Putty, eh bien elle est également une grotte calcaire. Mais en fait, au lieu d'être dissoute par l'eau qui coule d'en haut, elle a été créée de bas en haut par l'activité hydrothermale. Nutty Putty, c'est ce qu'on appelle une grotte hypogénique, formée lorsque l'eau surchauffée est poussée vers le haut dans un lit calcaire et que les minéraux présents dans l'eau vont ronger la roche qui est au-dessus, pour notamment créer ce qu'on appelle des puits de grotte. Donc en fait, cette grotte, elle est un petit peu formée particulièrement à l'envers. À noter que ce type de grottes sont très complexes et comportent de nombreux dômes et passages tridimensionnels. Et celle-là, en fait, elle échappe pas à la règle. C'est une grotte qui est extrêmement dangereuse et très compliquée. Donc il y a des passages serrés qui vont s'ouvrir sur des grandes pièces qui donnent accès à un autre passage serré, et ainsi de suite. Ce qui d'ailleurs est très caractéristique d'une grotte hypogénique, et pas une grotte hypoallergénique, hein, pas confondre. Et peut-être en raison de son passé hydrothermal, les températures à l'intérieur de Nutty Putty avoisinent les 12,7 degrés toute l'année. Il y a une étude qui a été faite en 2003 qui a permis de cartographier en tout 413 mètres de grotte pour une profondeur de 44 mètres. Et encore, on n'a pas tout découvert, parce que c'est quasiment infini, ça peut descendre très très loin. Mais déjà, on avait une petite idée de à quoi elle ressemblait, voilà, il y a eu des cartes qui ont été faites, mais faut savoir que cette grotte n'est pas la plus impressionnante des grottes en termes de profondeur. Par contre, sa renommée, elle va venir très rapidement pour d'autres spécificités, comme par exemple la complexité de ces labyrinthes qui sont vraiment redoutables, et aussi les passages qui sont extrêmement petits, qui s'appellent par exemple The Helmet Eater, The Scout Eater et The Birth Canal. En gros, en français, ça donne le mangeur de casque, le mangeur de scout et le canal de naissance. Je sais pas à quoi faire référence le canal de naissance, mais j'imagine. On pourrait se dire que ces noms, ils sonnent plutôt cool, et voilà. Et pourtant, entre 1999 et 2004, il y a eu 6 incidents de spéléologues gravement bloqués et piégés dans différentes sections de cette grotte. Les 6 spéléologues s'en sont sortis sains et saufs, mais à chaque fois, les secouristes craignaient que le prochain incident soit fatal. Et en fait, afin d'éviter un événement dramatique, ils ont décidé en 2006 que cette grotte, eh bien, elle soit fermée. Elle sera interdite d'accès durant 3 ans, de 2006 à 2009. En revanche, après plusieurs accords afin que Timpanogos Cave National Monument, c'est le réseau qui va gérer les grottes de l'Utah, eh bien, il a été convenu que la grotte serait de nouveau accessible, mais seulement sur réservation et avec un seul groupe à la fois, parce que elle est beaucoup trop dangereuse. Ils vont imposer également de fermer à clé la grotte la nuit, parce que il y a des gens qui entraient dedans parfois, et elle était tellement dangereuse qu'il fallait la sécuriser au maximum. On est maintenant le mercredi 24 novembre 2009, et cette fameuse grotte de Nutty Putty vient d'ouvrir depuis quelques mois, et John Jones, le fameux, eh bien il va décider d'explorer la grotte avec son frère et 9 autres amis pour les vacances de Thanksgiving. Il faut savoir que c'est le père de John Jones qui a refilé à ses gosses cette passion pour la spéléo, et ils allaient très souvent en faire quand ils étaient
c'était plus jeune, en famille. Il y en a qui partent en camping en famille, eux partaient dans des caves à 300 mètres sous terre. John, c'est pas un novice, il s'y connaît, puisqu'il en fait déjà depuis qu'il est tout petit. Mais en fait, il a une morphologie assez particulière, puisqu'il est plutôt grand. Il fait 1m82 pour 90 kg. Ce qui est pas très avantageux, on va dire, pour faire de la spéléo, notamment quand vous avez des trous de 30 cm où il faut passer. Il faut savoir que John, à ce moment-là, il a 26 ans, c'est un brillant étudiant en cardiologie pédiatrique, il est marié et attend un second enfant. Donc le mec est cardiologue pour les bébés, il a une famille, voilà, il a tout pour réussir, et en plus il fait de la spéléo. Que demander de mieux? Comme je vous l'ai dit, ils vont décider de partir faire cette exploration dans cette grotte de Nutty Putty avec son frère et 9 autres personnes, mais en fait ça faisait plusieurs années qu'il n'avait pas fait de spéléo, donc il avait perdu certains réflexes. L'entrée de cette grotte est en forme de goutte d'eau, avec une ouverture d'environ 1m80 de large et 4 mètres de long. La première heure d'exploration va se dérouler sans encombre, tout roule bien. Le groupe va explorer la plus grande salle de la grotte, qui est communément appelée le Big Slide, la grande descente. Plus tard, John et son frère, et 2 autres amis, décident de relever le défi de traverser le canal de naissance. C'est un passage qui est plutôt étroit et très dangereux, qui débouche sur une salle plutôt vaste. C'est John qui va se lancer en premier dans le Big Slide. Il va se tortiller en rampant à travers ce fameux passage. Sauf que John, il va faire une erreur. En fait, il va se tromper de chemin. Il va se planter. Et dans ce genre de grotte, eh ben c'est pas bon du tout. En fait, au lieu de traverser le canal de naissance et de déboucher sur une zone plus spacieuse comme prévu, le passage étroit prend brusquement un angle descendant, encore plus serré. Malgré ça, John il va décider de continuer, croyant voir que le tunnel s'élargit au fond. Il va ramper dans cet espace étroit dans lequel il ne devait pas aller initialement, en utilisant ses hanches et son ventre. C'est-à-dire que c'est tellement étroit qu'il peut même pas utiliser ses bras. Il est obligé de se tortiller vraiment pour avancer, pour vous dire à quel point c'est serré. Sauf qu'en fait là, il est en train de faire l'erreur de sa vie, de pas rebrousser chemin. Même en s'étant rendu compte qu'il s'était planté de route, il avait trop envie de voir ce qu'il y avait plus loin. Et pour avoir fait de la spéléo personnellement, je comprends cette sensation. Cette envie de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une salle plus grande derrière ce tunnel? Mais en fait, dans ces conditions-là, faut surtout jamais écouter la petite voix dans ta tête qui te dit d'avancer alors que tu connais pas cette route, et surtout que t'es tout seul. Ou plutôt écouter la voix de la raison qui te dit de rejoindre tes amis et de rebrousser chemin. Sinon, ça peut se terminer en galette saucisse, où la saucisse c'est vous et la galette c'est les parois de la grotte. Parois molles, là je rappelle. En fait, il est déjà trop tard. John est désormais dans une zone non cartographiée. Il est tout près d'une partie qui s'appelle Head's Push, la poussée de Head. John va réaliser très rapidement qu'il vient de commettre une grave erreur. Une erreur que l'on inculque en plus aux spéléologues. Ne jamais avancer dans un tunnel étroit qui descend tout seul et sans avoir prévenu personne. Là vraiment, règle de sécurité complètement bafouée. Mais en fait, à ce niveau-là, les avis vont diverger quant à savoir si John bascule accidentellement dans la zone du Scout Hater après avoir passé le canal de naissance ou s'il manque complètement le canal de naissance et glisse par accident dans un autre passage à côté. Le passage où il est à présent ne conduit sur aucune salle plus vaste et John se retrouve donc coincé à plus de 30 mètres de fond dans la grotte. Pour que vous compreniez bien, la crevasse dans laquelle il est coincé actuellement, elle est aussi large qu'une ouverture de machine à laver, soit environ 25 ou 30 cm sur 45 cm. Et ce minuscule passage dans lequel il est va comprimer et réduire automatiquement sa capacité à respirer. Plus horrible encore, John est tête et corps en bas avec une inclinaison de 70 degrés. Il a l'une de ses mains coincée sous lui et l'autre est bloquée en arrière sur le côté. Il y a juste ses pieds et ses chevilles qui sont libres de tout mouvement, mais il ne peut rien faire à cause de la gravité qui le cloue vers le bas. Donc là, il a vraiment que ses pieds qui peuvent bouger. Il est bloqué comme ça, quoi. Tête vers le bas. Il faut savoir que quand vous êtes à l'envers, eh bien le sang il va affluer logiquement vers la tête, ce qui va entraîner une augmentation de la pression sanguine dans cette région. Et quand le cerveau est soumis à une pression sanguine trop élevée, c'est pas bon. Ça va influer sur le fonctionnement du cerveau, des yeux, mais également amener des maux de tête et des étourdissements. Et tout ça va arriver progressivement. De plus, une inversion quasi totale du corps comme celle que subit John va impacter le travail du cœur. Et le cœur, il va devoir pomper un maximum pour travailler normalement. Donc là, il est vraiment dans la pire situation qu'on puisse imaginer en spéléo. Déjà, il s'est planté de chemin. Ensuite, il a décidé de continuer. Alors qu'il le savait, il est seul, bloqué à l'envers. Je sens la petite goutte de sueur de certains d'entre vous à travers l'écran. S'ensuit aussi des tensions dans la colonne vertébrale au niveau du cou et des épaules, et générant une sensation d'étirement extrêmement désagréable. Ses facultés respiratoires sont gravement altérées, et à ce stade, John ne peut plus bouger et à peine respirer. Vous avez deviné, là, le sauvetage de ce pauvre monsieur s'annonce extrêmement complexe. Plus le temps passe,
plus son état va se détériorer, puisqu'il est complètement comprimé. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on va le retrouver assez rapidement. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. On se dit pas, allez hop, un coup de vaseline, on tire et il s'en va. C'est d'ailleurs son frère qui est le premier à le retrouver. Il va évidemment tenter de sortir son frère de là, notamment en le tirant par les mollets, mais en fait la gravité et le manque de place pour manœuvrer rendent les choses quasiment impossibles. Et donc à ce moment précis, quand son frère a essayé de le tirer par les mollets et qu'il y arrive pas, et ben ils vont se mettre à prier parce que déjà c'est des mormons et qui sont très croyants, et puis ils se disent c'est foutu. Quand tu commences à prier au fin fond d'une grotte parce que t'arrives pas à sortir ton frangin qui est bloqué à l'envers dans un trou de 30 cm, c'est que ça commence à devenir compliqué. Alors il y a une intervention divine qui est toujours possible, mais niveau probabilité ça reste quand même très faible, on va pas se mentir. Et c'est seulement au bout de 3h30 d'attente que les premiers sauveteurs arrivent, notamment une certaine Suzy Motola. Lorsqu'elle se rend au niveau des pieds de Jones, elle se présente. Et il lui répond « Salut Suzy, merci d'être venue, mais je veux vraiment sortir. » Oui, parce qu'il faut savoir que le frère de John et la sauveteuse, ils voyaient que les pieds de John bouger. Ils voyaient même pas son corps, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment accès qu'à ses pieds. Le frère de John et la sauveteuse vont tirer un peu plus sur lui pour essayer de le sortir de là. Ils vont réussir un petit peu à l'extraire en le stabilisant. Et au bout du 3e tirage, ils vont réussir à libérer de l'espace, ce qui va permettre de nourrir John à travers un tube, mais aussi de voir son visage. Donc en fait, ils ont réussi vraiment à faire un petit espace pour lui glisser un tuyau, lui donner à boire, etc. Et ils voient un peu comme ça sa tête, mais très peu. Là, on se dit, c'est bon, le mec est sorti d'affaire, ils ont réussi à le décoincer, ils peuvent le nourrir et le faire boire. Non, ça va pas se passer comme ça. Au bout de la 4e fois à tenter de le retirer de ce bourbier sans nom, eh bien, il va y avoir un gros problème. L'une des poulies va se casser brutalement. Elle se détache de son point d'ancrage à cause d'une paroi argileuse, et John se retrouve de nouveau là où il était initialement, piégé dans la crevasse. Il est encore plus bloqué parce que il est tombé en fait dans cette espèce de trou encore plus profondément et avec force, et en fait ça l'a complètement bloqué. À partir de ce moment précis, ils se disent que c'est foutu et il y a une seule option, c'est lui péter les 2 jambes pour le faire passer. Sauf que vous imaginez, dans l'état où il est, lui péter les 2 jambes, en fait la douleur aurait pu le tuer, d'après un médecin. Notamment à cause de la pression artérielle et tout, c'était très compliqué de faire ça. Puis alors avec quoi on allait lui péter les 2 jambes? Enfin je veux dire, c'est compliqué, c'est impossible. Les heures qui défilent vont se transformer en angoisse lorsque la pression qui est subie par le pauvre John devient absolument insupportable. Ils vont même tenter de huiler son corps pour le faire passer, mais également de lui injecter des calmants par la cheville, seul point d'accès pour lui faire des injections, dans le but de détendre au maximum ses muscles pour l'extirper de là. Mais rien n'y fait, rien ne fonctionne. En fait, son cœur, il a tellement pris une charge de travail énorme dans cette position et pendant trop de temps, et bien du coup, son cœur il va s'arrêter. Faut savoir qu'une semaine après sa mort, il a été décidé de condamner l'entrée de Nutty Putty, cette fameuse grotte, en y laissant le corps de John. Des explosifs ont été utilisés pour faire effondrer le plafond de la grotte près du corps de John, et le trou d'entrée a été rempli de béton pour empêcher l'accès futur. La grotte est depuis devenue une sépulture ainsi qu'un lieu de recueillement. Mais de nombreux spéléologues font en sorte que Nutty Putty réouvre et que les restes de John soient retirés et enterrés. On apprendra qu'en 2004, 2 adolescents ont presque perdu la vie exactement au même endroit où John a perdu la sienne. Il aura fallu 14 heures pour en sortir un grâce à plusieurs poulies extrêmement complexes. Mais ces 2 adolescents, eh bien, ils étaient un peu plus frêles, donc ils ont réussi eux à s'en sortir, on a pu les sortir. John, il faisait plus d'1m80, 90 kg, il était complètement bloqué. Il y a un type de 39 ans à qui c'est arrivé également, mais alors pas du tout dans une grotte, vous allez être surpris. Et tout ça se passe en Espagne, on est en 2001. Il y a un mec qui va faire tomber son téléphone portable à l'intérieur de cette statue que vous voyez, qui est une statue de dinosaure qui est faite en papier mâché. Et ce mec va tenter de récupérer son téléphone en entrant dans la gueule de la statue. Sauf qu'il est tombé à l'intérieur et s'est coincé tête à l'envers dans l'une des pattes du dinosaure. Et en fait, il est mort comme ça parce qu'il avait la tête à l'envers trop longtemps. Alors c'est un peu moins glorieux que le mec dans la grotte, mais c'est arrivé en Espagne en 2001. Là, ça relève un peu du Darwin Award. Alors, enfin, c'est triste, mais c'est quand même assez cocasse. Et en fait, des histoires comme ça, eh bien, il y en a d'autres. On est le dimanche 22 mars 1959. Oscar Hackett Nain Moss, plus communément appelé Nain Moss, va se coincer alors qu'il tente de franchir un étroit passage inexploré dans la chambre de stalagmite, qui est maintenant connue sous le nom de Moss Chamber. C'est à Peak Cavern et c'est l'une des grottes les plus connues d'Angleterre. On peut imaginer l'influence qu'il a eu sur la grotte puisque maintenant, elle a son nom. Faut savoir que Nain Moss, à ce moment-là, c'est un étudiant de 20 ans en philosophie au collège d'Oxford en Angleterre. Un grand passionné de plongée et de spéléologie. Il fait partie d'une association
association qui organise des explorations. On est le 22 mars 59 et Neil Moss et 7 autres coéquipiers spéléologues vont pénétrer dans la grotte de Derbyshire. Leur objectif est d'explorer un passage découvert 2 semaines plus tôt. Ils vont se pencher, ramper, se lancer à travers de longs passages étroits remplis de boue. Lorsqu'ils atteignent les 300 mètres sous terre, à ce moment-là, ils vont entrer dans une chambre plus grande dans laquelle se trouve un puits très étroit qui mène droit devant, et tout ça vers l'inconnu. Donc là, ils sont vraiment dans un passage qui a jamais été exploré, et cette sensation, elle est absolument incroyable quand tu fais de la spéléo et que tu découvres des endroits qui n'ont jamais été explorés, mais c'est également extrêmement dangereux. Faut savoir que la zone en question, elle avait été inspectée plus tôt, mais pas jusque-là, et on savait que le passage était profond d'environ 12 mètres, avec une torsion compliquée en tire-bouchon à mi-parcours. Et Neil, il mesurait 1m82, mais il se porte quand même volontaire pour être le premier à descendre dans ce fameux passage. Il est environ 15h30 lorsqu'il commence à descendre à la verticale, le long du puits. En chemin, il va rencontrer un énorme rocher qui bloque son passage. Il va tenter de le déplacer à plusieurs reprises, mais il en est incapable. Finalement, il va abandonner et appelle son équipe pour l'aider à remonter en tirant évidemment sur sa corde. Pour vous aider à visualiser, Neil, à ce moment-là, il est suspendu dans le vide, dans le noir total, et il attend tout simplement que son équipe le remonte, quoi. Donc il pend littéralement dans le noir total, et il est pris d'une forte sensation d'isolement et d'angoisse, notamment en pensant à l'inconnu de ce qui se trouve en dessous ses pieds. En dessous lui, il y a le vide, et il sait pas du tout ce qu'il y a, il fait noir complet. C'est un peu comme la thalassophobie quand vous nagez dans un endroit où vous ne savez pas ce qu'il y a en dessous, et surtout que vous n'avez pas pied, et que vous allez imaginer ce qui peut s'y trouver, à des dizaines de mètres sous l'eau. Là c'est la même sensation, sauf que c'est dans une grotte sous terre, avec du vide sous ses pieds. L'angoisse. En surface, l'équipe s'agite afin de le secourir. La descente avait beau avoir été méticuleusement planifiée, le rocher n'était pas prévu au programme. Il les oblige à totalement réévaluer la situation. Ses amis vont réussir à le remonter progressivement, jusqu'à même le faire réapparaître dans la chambre précédente. Sauf que pendant ce temps-là, la corde par laquelle il est tiré, elle va se fragiliser. Ses coéquipiers vont réussir à le hisser, mais ils ne savent pas du tout s'ils peuvent déjà relâcher la pression. Pour le sécuriser davantage, ils vont lui descendre une autre corde qui est plus robuste. Neil, il va réussir à l'attraper et à s'attacher à celle-ci. Il va notamment faire un nœud autour de sa taille, sauf que le problème, c'est qu'il est trop lourd, et cette nouvelle corde qu'on lui a balancée, elle ne tient pas. Elle va commencer à se déchirer progressivement en frottant contre la roche au niveau du passage en tire-bouchon. Ils vont essayer plusieurs fois de le tirer vers le haut avant de réaliser que ça ne fonctionne pas. Et dans un moment de panique, il va se contorsionner et va se bloquer complètement. Il est désormais littéralement bloqué dans un puits de 45 cm avec un vide total en dessous et quasiment dans le noir total. L'angoisse. Les secouristes tentent de trouver une autre solution à la corde. Ils vont tenter de se frayer un chemin en explorant des itinéraires alternatifs de la grotte, qui pourraient éventuellement leur permettre de retrouver John à un certain niveau et l'extraire via un autre passage. Un passage qui contournerait ce fameux rocher qui les embête. Sauf que le fameux passage en tire-bouchon et le rocher nécessite une réflexion approfondie qui prend beaucoup de temps. Sauf que du temps, Neil, il n'en a pas. C'est pas forcément à cause de la corde qui est en train de péter. L'air ambiant où se trouve Neil, elle se pollue par le dioxyde de carbone qui provient de sa propre respiration. Il passe d'un état de panique totale à un état de désorientation et d'irrationalité. Il est complètement intoxiqué par le propre gaz qu'il relâche, sa respiration. Peut-être d'autres trucs, mais il respire. Il va devenir à ce moment-là de moins en moins coopératif et se met à être insouciant de la gravité de la situation, suggérant même aux autres qu'il était sur le point de sortir pour aller manger avec eux. Le type, il est coincé dans une grotte et il pense qu'il va aller au McDonald's. Vous comprenez. À ce niveau-là de la situation, l'information comme quoi Neil commence à perdre la boule, elle va se propager jusqu'à la surface. On va tenter d'accélérer les choses et d'essayer de nouvelles techniques pour le sortir, sauf que rien ne va fonctionner. Il y a même 3 secouristes qui vont s'évanouir en raison de l'importante quantité de dioxyde de carbone qui s'est accumulée. Après l'échec de la dernière tentative de sauvetage, Neil, qui ne reprendra jamais conscience, est déclaré mort le matin du mardi 24. Il y a son père qui attend à l'entrée de la grotte. Il va demander que le corps de son fils soit laissé là pour éviter tout autre accident. Vous imaginez la décision, le père il décide de laisser son fils au fond, qui est mort, j'entends, et tout ça pour éviter d'autres accidents. C'est quand même noble. La grotte de Peak Cavern est à ce jour toujours accessible. Le passage où est mort Neil a quant à lui été condamné avec des rochers. Ces cavités sont un peu l'inverse de certaines montagnes. Vous pouvez croiser des corps d'alpinistes qui sont morts et qu'on a laissés là, car trop compliqué à redescendre. Donc en plus de l'angoisse des profondeurs, si vous faites de la spéléo, il est possible de tomber sur des cadavres de pauvres personnes qui se sont coincées
coincés à des centaines de mètres sous terre. Mais évidemment, la spéléo, ça reste un truc absolument incroyable, mais qu'il faut faire en sécurité. Moi, par exemple, j'en ai fait pas mal et j'ai jamais eu de problème. A contrario, j'ai déjà exploré une usine abandonnée qui est située en plein milieu d'une ville, et bah là, j'ai failli crever. On était monté sur un toit d'une structure à l'intérieur qui s'est effondrée. Et en fait, je m'étais retrouvé au sol, et sur cette structure, en fait, il y avait des clous de 10 cm un peu partout. Et par je ne sais quel miracle, moi, je suis tombé, et il y avait plein de clous autour de moi, debout, et je m'en suis pris aucun. Je me suis mis plus en danger dans une usine abandonnée située en plein milieu d'une ville que les dizaines de fois où j'ai fait de la spéléo, et que je suis allé à des centaines de mètres sous terre. Tout ça pour dire que le danger, en fait, il est proportionnel au niveau de sécurité que vous mettez dans l'activité que vous faites, et que visiter une pauvre usine désaffectée en plein centre-ville peut être plus dangereux que d'aller à 300 mètres sous terre. Et donc la prochaine fois que vous visitez une grosse cave de ces morts, faites bien attention, et faites attention. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous, portez-vous bien et à la prochaine, comme d'habitude. Au revoir.